OK. Donc comme ça vient d'être dit, moi je suis, Pierre Bonnier, je suis user researcher. Je fais de la recherche utilisateur et je suis, freelance depuis, 7 ou 8 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps et je voudrais revenir un peu sur ce que c'est que la recherche utilisateur parce qu'on en entend beaucoup parler, mais peut-être que tout le monde n'est pas très familier de ce terme-là jusque-là. Et puis je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé il y a quelque temps et qui me semble assez illustratif de qu'est-ce que c'est la démarche de la recherche utilisateur, qu'est-ce que c'est de s'intéresser à ces utilisateurs. Si on essaie de définir ce que c'est la recherche utilisateur, c'est assez vaste, hein. Mais l'idée, c'est de prendre, son produit. Ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être un site web, une application, ça peut être n'importe quoi. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est, qu'est-ce que font les utilisateurs de ce produit ou de ce service? Vos clients, qu'est-ce qu'ils font avec, votre produit, avec votre service? Il y a 2 dimensions à ça. Il peut y avoir les comportements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire en termes d'action, avec le service ou avec le produit et puis comment ça va être ressenti, moi ce que j'appelle les états mentaux, c'est-à-dire, les intentions, les émotions, les difficultés, tout ce qui se passe dans la tête, des personnes en fait lorsqu'elles interagissent avec un produit ou avec un service. Donc on se pose des questions qui sont, très simples, hein. On demande voilà, quelles sont les habitudes, des clients ou des utilisateurs par rapport à un dispositif donné, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec, et on peut aussi parfois se projeter un peu sur qu'est-ce que pourrait être, le dispositif à l'avenir. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes en termes d'évolution fonctionnelle. Tout ça, ça s'attache vraiment à essayer de capturer quelle est l'expérience que font les gens d'un produit ou d'un service. Hem, Comme j'ai un petit peu plus de temps ce soir, je vais m'appesantir un peu là-dessus. Heu, Vous êtes sans doute familier de ce diagramme de Venn, hein, c'est pour, les 3 composantes d'une innovation, réussie. On dit souvent qu'un produit, ça doit être, viable économiquement, c'est pour ça qu'on fait du market research, ce genre de choses. Il faut que ce soit, faisable techniquement, évidemment, il faut que ça fonctionne. Mais il faut aussi que ce soit désirable par les utilisateurs, ce qu'on appelle la démarche user-centric. Et c'est là-dedans, en fait, que la recherche utilisateur s'imbrique. C'est-à-dire que quand on va aller voir les utilisateurs, on ne va pas chercher à savoir s'ils vont acheter ou pas le produit. Ça, c'est une autre dimension, en fait, et c'est fait plutôt en market research. On ne va pas s'intéresser au produit lui-même, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. On va vraiment voir quel est le point de vue de l'utilisateur par rapport au dispositif dont il est question. Euh, Une brève anecdote pour vous montrer comment ça peut être, assez, important de faire de la recherche utilisateur, dans les projets de design. Il y a quelques années, je travaillais pour, l'opérateur public, qui gère tous les services à la défense. Ils avaient identifié un problème qui est réel, c'est que les gens se perdent à la défense. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais c'est un enfer. Tout un tas de raisons derrière, c'est de l'architecture sur dalle, donc il y a plusieurs niveaux. C'est vraiment un environnement un peu d'habitude et Google Maps en plus, ça n'aide pas, est assez mauvais pour nous repérer là-dedans parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc il veut nous faire emprunter des voies souterraines et ça marche pas vraiment. Donc il y avait un problème bien identifié qu'on a retrouvé quand on allait faire une enquête terrain. Effectivement, les gens se perdent. Mais la direction s'est dit: «On va faire une application, parce que nous, on a toutes les données, on va faire une application pour que les gens, puissent l'utiliser et s'orienter à travers la dalle de la défense». Il y avait tout un dispositif, ils avaient même mis des bornes Bluetooth dans toute la défense, pour s'assurer qu'il y ait un signal GPS qui soit très fiable, et ils avaient développé leur application. Le problème, c'est que très peu de gens l'utilisaient et ils ne savaient pas pourquoi. Et c'est pour ça que j'étais sur ce terrain-là. Et ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, qui est-ce qui se perd à la défense? Pas les employés de la défense. Eux, ils vont à leur bureau, la plupart du temps, ça va. C'est les gens qui y vont parce qu'ils ont un rendez-vous typiquement professionnel, et ils ont pas trop l'habitude d'y aller. Donc c'est potentiellement cette cible-là, en fait, que visait cette application. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se retrouvent à la défense à 8:00 du matin, ils ont leur rendez-vous client, ils essayent avec Google Maps, ça marche pas, ils sont en panique, ils demandent à la prochaine personne à côté. Jamais ils vont télécharger une application de 200 mégas, soit dit en passant, assez lourde, uniquement pour se repérer à la défense et nulle part ailleurs. En fait, ça partait d'une très bonne idée à la base. Se dire: «On a un problème, on a une solution potentielle, développons-la, mettons-la à disposition de notre public». On voit en fait que si on ne connaît pas trop ces utilisateurs, si on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur tête et quels sont leurs vrais problèmes, on peut tomber complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, je crois que l'application n'existe plus depuis quelques années parce que c'était une bonne idée à la base, mais malheureusement, ça n'a rencontré aucun public.
Je voudrais vous amener un peu plus loin maintenant en développant, un projet que j'ai réalisé pour SNCF, plus précisément, SNCF, Gare et Connexions, qui est une filiale de la SNCF. J'ai réalisé ce projet avec, au sein d'une co-traitance, il y avait Atoma, une agence parisienne, et City, une autre agence, plus spécialisée en sciences comportementales. Et on a répondu à un appel d'offres de la SNCF qui se posait des questions très bêtes, très simples du moins. Ils ont des gares, partout en France, et des traversent et ils ont besoin, ces voyageurs qui traversent les gares, d'avoir un certain nombre d'informations pour trouver leur train et leur place dans leur TGV. La SNCF a des panneaux, dans toutes ses gares, différents canaux, de communication pour délivrer ces informations et grosso modo, ça marche à peu près. En général, les gens arrivent à prendre leur train. Mais ils avaient, plusieurs retours, qui leur disaient que certains panneaux qu'ils avaient disposés, notamment aux abords des gares, n'étaient pas trop regardés et à l'inverse, ils avaient l'impression qu'il manquait des panneaux à certains endroits. En plus, il y avait toute une réflexion sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les smartphones. Il y a un nouveau, canal en fait d'information qui pourrait être utilisé par la SNCF pour délivrer aussi des informations. Comment ça se superpose en fait à la couche informationnelle, physique que sont, les panneaux d'information. Donc le problème est pas très compliqué. On voit à peu près de quoi on parle. On est sur un sujet, qui est assez simple. On a tous déjà pris, le train. Des fois je travaille sur des trucs, d'ingénieurs, d'usines qui sont très obscurs et cetera, qui sont difficiles à comprendre. Là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Heu, Comment on va étudier ça? Comment on va réussir à comprendre, par quelles étapes, on passe lorsqu'on prend le train? À quel moment on a besoin de quelle information? C'est ça qu'on cherche à savoir en fait, à travers, les cours qu'on a menés. Heu, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on veut vraiment, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils prennent le train, c'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît. Parce qu'en recherche utilisateur, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on veut avoir accès à l'expérience de quelqu'un, on les interroge. On fait des entretiens, qu'on appelle des entretiens semi-dirigés, c'est-à-dire qu'on a rédigé quelques questions à l'avance, puis on interagit avec la personne en présentiel, à distance, et on peut avoir une bonne idée en fait de ce que c'est l'expérience d'un produit ou d'un service. Si vous voulez par exemple les interroger sur leur parcours d'achat lorsqu'ils achètent un aspirateur, suffit de prendre des gens qui viennent d'acheter un aspirateur, on revient sur, les étapes par lesquelles ils sont passés et en général, on a quand même pas mal d'informations, à la fin. Là, c'est un peu plus compliqué parce que, c'est un moment qui est quand même, assez particulier, les gens sont pressés. Il y a plein d'étapes qu'on réalise en fait, sans même s'en rendre compte, entre trouver la gare, trouver l'information, du quai, de notre train qui va partir, trouver le quai lui-même et cetera. Il se passe beaucoup de choses et c'est des étapes qui sont très anodines, qu'on fait parfois, très souvent et dont on ne se souvient pas forcément. Donc la conclusion à laquelle on est arrivé au début, c'est que c'était tout simplement que les entretiens, ça va pas être possible. Il va falloir aller voir les gens sur le terrain directement et c'est ce qu'on a fait. On a recruté des gens qui avaient vraiment l'intention de prendre le train. C'est les conditions de notre recrutement, parce qu'on voulait des gens, des vrais utilisateurs. Donc on a recruté des gens qui avaient prévu de prendre le train. On a pris, des TGV où il restait encore de la place pour qu'on prenne nous aussi notre place et puis on les a retrouvés, chez eux et on a fait tout le parcours avec eux. On les a suivis, sur toutes les étapes et on est rentré dans le TGV avec eux. Le TGV est parti, comme ça on pouvait discuter avec eux après et on les a suivis, vraiment, voilà, il y a des photos, c'est mon collègue, Simon, on est dans la rue. C'est ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire qu'on est vraiment leur ombre et l'idée c'est qu'on est invisible, derrière eux. Et ils font leur vie et on court après parce que souvent, ils sont pressés et c'est pas forcément toujours très simple. Mais on a quand même, une autre question qui surgit quand même à ce moment-là, c'est: «OK, on suit les gens, on va voir à peu près ce qu'ils font, mais ça va très vite». C'est dans des environnements qui sont très complexes. On est dans des gares où il y a beaucoup de monde, on est dans la rue. Il a suivi aussi dans les transports en commun, dans les taxis, dans les bus, n'importe où. Comment on fait pour être sûr qu'on manque rien et qu'on capture vraiment toutes leurs actions, toutes leurs hésitations à chaque instant? On avait un petit calepin pour écrire derrière. Autant vous dire qu'on n'a pas écrit grand-chose dessus parce que souvent on était là à courir derrière eux. La solution qu'on a trouvée, c'est on va filmer en fait ce qui se passe et on va filmer de 2 façons. On va faire, heu, un enregistrement avec une caméra qu'on a des subjectives, qui était une GoPro fixée sur une casquette qu'on donnait aux participants. Il ressemblait,
à peu près à ça, en fait, les participants. Alors au début, ils étaient un peu déboussolés, mais en fait, souvent, ils s'habituaient. Au bout de 5-10 minutes, ils oubliaient qu'ils avaient une caméra sur la tête. Heureusement, parce que sinon ça les aurait un peu perturbés tout le long. Et ça fonctionnait assez bien parce qu'on avait leur champ de vision. En fait, quand ils tournent la tête, la caméra, elle tourne et donc on avait accès à tout ce qu'ils voyaient, en fait, de leur domicile jusqu'à l'arrivée, dans le train. Et ça, c'était quand même assez précieux parce que non seulement on enregistrait leurs actions, mais aussi on voyait où ils regardaient. Est-ce qu'ils cherchaient un panneau ici? Est-ce que ils regardaient leur smartphone à tel moment? On avait tout ce qui était enregistré. Et puis on avait une autre caméra qu'on appelait objective, qui était fixée sur un harnais sur la personne qui suivait les gens, qui nous permettait d'avoir une vue un peu plus contextuelle en fait. Parce qu'on ne pouvait pas tout capter avec la caméra subjective. Là, ça nous donnait vraiment tout ce qui se passait en fait autour de la personne, qui pouvait être intéressant pour comprendre vraiment ce qui se passe. Là, on a des exemples de capture d'écran où vous voyez, en fait, à un moment, la personne s'est arrêtée au relais pour lire des magazines. Ben, on avait la vue du magazine grâce à la caméra. Et la caméra objective permettait effectivement d'avoir une vue un peu plus panoramique sur ce qui se passait. Donc là, on suit les gens, on enregistre ce qu'ils font, ce qui est très pratique parce qu'à posteriori, on a pu revoir la vidéo et noter ce qu'ils faisaient au fur et à mesure. Mais comme je disais en introduction, une dimension importante de l'expérience d'utilisateur, c'est ce qui se passe dans leur tête. Et là, c'était quand même assez délicat parce qu'en recherche utilisateur, une bonne technique qu'on utilise très souvent, c'est de demander aux gens de parler à voix haute, commenter leurs actions. On leur dit, voilà, allez sur Amazon, achetez un aspirateur et dites-moi les différentes façons que vous avez de chercher un aspirateur sur Amazon. Ils commentent leurs actions en direct. Et nous, c'est une sorte d'accès à leur tête directement. C'est très, très pratique. Il y a certains biais, il y a certaines choses qu'ils ne vont peut-être pas nous dire, mais grosso modo, ça marche quand même assez bien. Là, on ne pouvait pas leur demander de commenter leurs actions lorsqu'ils avaient une valise avec eux, qu'ils étaient à Gare du Nord ou à Paris-Gare de Lyon, avec une foule pas possible. Eux étaient très concentrés sur l'objectif de prendre leur train, parce qu'ils prenaient vraiment un train. C'est pour ça qu'on les avait choisis. Ils avaient envie de partir en vacances ou d'arriver à un rendez-vous pro. Et donc, leur demander en plus de s'exprimer sur ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pas réaliste. On a réfléchi un peu et puis on est arrivé à cette solution. On s'est dit, mais en fait, on a les vidéos en fait avec la GoPro. Et donc pourquoi pas, lorsqu'on est dans le train avec eux, s'asseoir à la voiture bar et leur montrer la vidéo de leurs actions, la vidéo subjective comme je vous ai montré. Comme ça, ils vont pouvoir commenter, on va revoir toutes les étapes du parcours et ils vont pouvoir commenter leurs actions. Et on leur posait des questions. Pourquoi là, vous avez hésité? Pourquoi là, vous vous êtes arrêté? Pourquoi là, vous avez regardé pendant 2 minutes le panneau d'information? Est-ce que vous comprenez ce qu'il y avait dessus ou est-ce que vous êtes en train de rêver? Parce que ça, on ne peut pas le désambiguiser avec simplement la vidéo. On a besoin d'avoir leurs commentaires. Et juste 10-15 minutes après le parcours, en fait, ils ont encore des choses en mémoire. Et comme ils étaient un peu captifs, parce qu'ils étaient venus au TGV avec nous pendant au moins 1 heure, voire 3 heures quand on allait à Marseille, et ben, on avait tout le temps en fait de revoir les choses avec eux. Et enfin, une dernière stratégie qu'on a mis en place, on s'est dit, OK, on a accès aux états mentaux des gens, on a accès à leur comportement, on a tout enregistré ça, mais il y a une composante de l'expérience de qu'est-ce que c'est que le train, qui est plutôt une dimension émotionnelle en fait, notamment au niveau du stress. On sait que c'est un moment qui est très stressant de prendre le train pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, l'enjeu de prendre son train est quand même assez important. Et donc les gens sont dans un inconfort à cause du stress, qui serait intéressant quand même d'aller étudier et de voir un peu plus qu'est-ce qu'on peut avoir derrière. Capturer le niveau de stress des gens, il existe plusieurs techniques pour ça. Il existe des échelles, en fait, des petits questionnaires issus de la littérature scientifique qui permet d'auto-évaluer par la personne, en fait, son niveau de stress. Et là, on n'allait pas leur faire répondre à des questionnaires durant leur trajet, c'était pas possible. Il existe aussi des techniques qui visent à identifier certains gestes qui sont des signes du stress. Par exemple, les gens qui se grattent la tête, les gens qui consultent frénétiquement leur portable, etc. Quand on a des foules, si on veut si on veut juger le niveau de stress de la foule, en fait, c'est des facteurs, des petits marqueurs comme ça qu'on peut repérer, qui peut être un bon indicateur du niveau de stress. Mais là, c'est un peu compliqué, les gens sont en mobilité, etc. C'est pas vraiment possible de faire ça. Et puis on voulait avoir une évolution
c'est continue leur niveau de stress. On a trouvé une solution un peu technologique qui fait un peu gadget comme ça, mais en fait, ça marche assez bien. C'est un bracelet qu'on met au poignet des participants et ça mesure ce qu'on appelle la conductance électrodermale. C'est un terme un peu spécifique, mais c'est une mesure physiologique en fait. C'est l'eau, enfin la très petite transpiration qu'on a à la surface de la peau qui va conduire plus ou moins l'électricité. Et c'est corrélé à ce qu'on appelle l'éveil émotionnel. L'éveil émotionnel, c'est une mesure physiologique générale et c'est un marqueur du stress qui est assez important. Donc, en fait, on leur mettait ce bracelet au poignet, c'était connecté à un téléphone par Bluetooth qu'on leur glissait dans la poche, et après, on avait une évolution du stress. Pas dans des valeurs absolues, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire s'ils étaient très stressés ou pas du tout stressés, on avait la courbe qui augmentait ou qui diminuait à travers le temps, et on pouvait ainsi identifier les moments qui étaient les plus stressants pour chaque personne qu'on suivait. Euh, je vais conclure ici parce que ça fait déjà beaucoup de choses que je vous ai racontées. Mais ce que j'essaie de vous montrer, en fait, c'est quand on s'intéresse à l'expérience d'un client, d'un utilisateur, en fait, il y a plein de stratégies qu'on peut avoir pour accéder à ce qui se passe dans sa tête et aux actions qu'il est en train de réaliser. Et ce que ça nous a permis de faire avec ce projet, c'est une cartographie, en fait, de l'expérience des utilisateurs, de leur domicile jusqu'à l'arrivée dans le train, avec en fait, comment ils passent par quelle étape mentale, chercher la gare, chercher l'information sur le quai, chercher le quai lui-même, etc. À quel moment ils cherchent ces informations? Est-ce que c'est bien en amont parce qu'ils préparent les étapes suivantes, ou au contraire, c'est pile au moment où ils en ont besoin qu'ils vont chercher ces informations? Et on pouvait voir aussi, grâce à tous les participants qu'on a vus, quelles sont les pratiques actuelles. Est-ce qu'ils recherchent ces informations sur des panneaux? Est-ce que ils recherchent ça sur leur téléphone? Parce que, par exemple, l'information du quai, c'est donné par certaines applications aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et ce qui leur manque aujourd'hui? Parce qu'on a eu clairement aussi des cas de gens qui étaient très frustrés, qui ont cherché partout un panneau. Nous, on est observateurs, donc on n'avait rien le droit de leur dire, mais on a trouvé aussi très concrètement des choses qui n'allaient pas. Et comme ça, on pouvait dire à la SNCF, bah, en fait, on regarde la surface spatiale de la gare, on peut voir des cercles à partir desquels les gens vont avoir besoin de telle ou telle information. Et notamment, un résultat intéressant, c'était que euh, le sentiment, enfin, les gens, ils ont le sentiment d'être en gare quand ils voient les trains. Avant, ils sont encore dans leur but, il faut que je trouve la gare. Physiquement, ils sont déjà dans la gare, d'un point de vue foncier, ils sont dans la partie SNCF, mais ils ne sont pas encore arrivés dans la gare dans leur tête. C'est seulement quand ils vont voir les trains, quand ils vont être sûrs d'être arrivés au bon endroit, qu'ils vont s'interroger notamment sur la voie de leur train. Mais avant, si vous leur mettez des panneaux, la plupart du temps, sauf cas particulier, en fait, ils ne font pas vraiment attention parce qu'ils sont encore focalisés sur le fait qu'ils doivent arriver à la gare. Et juste avant de conclure, je vous parlais de cette mesure de niveau de stress. Je vous avoue que c'était assez expérimental. On avait un client à la SNCF qui était assez chouette parce qu'il était très ambitieux dans ce qu'il voulait et il nous a laissé une liberté méthodologique assez grande. Et en plus, ils avaient les moyens de faire une étude aussi vaste. Et donc, c'était très chouette de pouvoir tester ça et on a eu des résultats très intéressants. Par exemple, on a eu des différences systématiques entre deux groupes de participants, ceux qui prenaient le train pour des raisons professionnelles et ceux qui prenaient le train parce qu'ils partaient en vacances. Et on voyait que les gens qui partent en vacances, tant qu'ils ne sont pas dans le train, en gros, leur stress reste assez élevé. Versus les gens qui prennent le train pour des raisons professionnelles, une fois qu'ils sont arrivés dans la gare, leur stress décroît. Notre hypothèse était de se dire que, bah, en fait, ils ont fait leur partie du contrat, c'est-à-dire que si le train ne part pas, bah, on ne pourra pas leur reprocher, ils étaient à l'heure à la gare, alors que les gens qui partent pour des vacances, en fait, si le train, s'ils sont à l'heure, c'est bien, mais il faut absolument que le train parte parce que l'objectif final, c'est les vacances. Donc c'est un peu différent. Ça, c'était juste pour vous illustrer le type de données qu'on pouvait traiter avec ça. Pour conclure, ce que j'ai voulu vous montrer, voilà, c'est cette démarche en fait de la recherche utilisateur, s'intéresser à ce que font les gens avec les dispositifs. Là, c'était un contexte assez particulier, un service, les informations délivrées pour arriver à prendre son train. Mais en fait, on a les mêmes réflexions et les mêmes démarches qui s'appliquent à tout type de produits numériques ou pas numériques.
Et à chaque projet, évidemment, on va adapter la méthodologie. Là, on avait un cas très complexe avec de la vidéo, avec un capteur électrodermal, avec beaucoup de choses. Mais en fait, très simplement, parfois, discuter avec les gens via des entretiens un peu cadrés, ça peut suffire pour apprendre beaucoup sur leur expérience. Tout dépend des objectifs et des objets qu'on veut étudier. Et je terminerai pour dire que la recherche utilisateur, ça s'applique à beaucoup de choses, mais c'est une étape souvent clé, en fait, lorsqu'on prend un nouveau produit ou lorsqu'on veut faire de l'innovation incrémentale ou créer quelque chose de complètement nouveau. Parce que c'est vraiment là où on va voir qu'est-ce que font réellement les gens dans la réalité. On a souvent l'impression de savoir parce qu'on est soi-même utilisateur d'un service, mais en fait, on n'est pas comme tout le monde et les gens ont des expériences très variées. Et donc la recherche utilisateur, c'est vraiment s'assurer que ce qu'on envisage, en fait, correspond aux usages réels, concrets, des utilisateurs. Sinon, on peut se retrouver dans le genre de situation, comme à la défense, où on développe une application, dans le vide. Voilà.